je commence par le commencement, c'est-à-dire l'Europe, c'est quoi? Comment comprendre ce que l'on a mis en place depuis maintenant plus de 60 ans avec d'abord la communauté européenne, les communautés européennes puisqu'il y en avait plusieurs, et puis l'actuelle Union européenne. Et pour illustrer ce cheminement, j'ai repris un ensemble, une palette de photos officielles des différents éléments constitutifs de cette Europe qui sont, comme vous le voyez, des réunions internationales dans lesquelles de vénérables personnages, généralement des hommes, généralement d'un âge assez certain, déterminent ce qu'ils veulent faire ensemble et comment. Et on commence en haut avec le traité de Paris, 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour finir tout en bas par le traité de Lisbonne. Vous voyez bien qu'il y a une évolution, mais on voit aussi un certain nombre d'éléments marquants de ce genre de façon de faire l'Europe. Je le disais, ce sont des messieurs d'un certain âge, très peu de femmes. De temps en temps, on les voit apparaître et on les met au premier plan parce qu'elles font une jolie tache de couleur sur la photo. Mais au total, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui change aussi, c'est le nombre des participants. Au début, vous en avez 8, si j'ai bien compté. À la fin, je n'ai pas compté, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous sur la photo parce qu'il n'y avait pas assez de place sur l'écran pour mettre la photo complète. Qu'est-ce que ça illustre? Eh bien, ça illustre un des aspects de la construction européenne, c'est que petit à petit, le cercle s'est élargi pour admettre de nouveaux participants. Vous avez là une carte très officielle qui est la carte des institutions européennes pour montrer le processus d'élargissement envers le plus sombre, les membres fondateurs, et plus le vert s'éclaircit, plus l'adhésion est récente. Et vous voyez qu'on termine à droite avec la Roumanie et la Bulgarie en vert très très pâle parce que d'abord ils ont rejoint l'Union européenne seulement en 2007, mais ensuite il y a encore des tas de mesures de sauvegarde qui font qu'ils sont des membres qui ne sont pas tout à fait intégrés à l'ensemble de l'Union au même titre que les membres fondateurs, notamment pour un point qui est très sensible, qui est celui de la libre circulation des personnes. Les cartes nous disent toujours des choses, et elles sont conçues pour ça, pour justement nous faire passer un certain nombre de messages. Ici, le message que veulent nous faire passer les auteurs de la carte, c'est un petit cercle qui petit à petit s'élargit pour couvrir l'ensemble du sous-continent européen. Ça n'est pas vraiment un phénomène neuf. On a connu par le passé, vous vous rappelez certainement dans vos livres d'histoire, d'avoir croisé des cartes de l'Europe qui nous montraient ce même genre d'expansion. J'en ai une ici qui vous montre l'état de l'Europe en 1812, au moment de l'apogée de la puissance de l'Empire napoléonien. Et on y voit bien sûr une grande France qui est un petit peu mordue sur ses voisins, qui sont les territoires que vous avez en violet, qui a soumis un certain nombre de voisins plus distants, l'Italie, l'Espagne, la Confédération du Rhin, la Suisse, qui sont des satellites de la France, et qui a engagé dans un système d'alliance des puissances autrefois rivales, comme la Prusse ou l'Autriche. Et vous voyez, ça nous donne un territoire qui n'est pas tout à fait celui de l'Union européenne d'aujourd'hui, mais qui n'en est pas très lointain. La grande différence étant qu'il y a l'Empire ottoman qui est avec une forte présence en Europe. Et vous savez que cet état de fait ne va pas durer très longtemps, puisque, enivré par sa puissance, Napoléon va avoir la mauvaise idée de se lancer à l'Est dans une guerre contre la Russie qui va finir par lui coûter son empire. Donc, on a déjà eu des formes d'unification de l'Europe, mais d'une façon un peu différente. Je vais y revenir. Je vous montre une autre illustration qui montre aussi que même au XXe siècle, on a connu des tentatives d'unification de l'Europe. Ça, c'est l'unification de l'Europe au moment de l'Allemagne nazie. Au centre, en gris sombre, l'Allemagne et les territoires qu'elle a annexés. En gris plus clair, les alliés de l'Allemagne, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est. En gris encore plus clair, les pays occupés. Et les zones de combat en 1942, apogée de la puissance nazie. Vous savez aussi que tout ça s'est terminé, un peu comme l'histoire de Napoléon, par la défaite des armées allemandes. Ce que je veux montrer par là, c'est que
la chose originale de la construction européenne telle que nous la vivons aujourd'hui, ce n'est pas l'ambition d'unir le continent européen. Ça, finalement, c'est une ambition dont on a connu des précédents. L'innovation, c'est la façon dont on s'y prend. L'Europe façon Napoléon ou façon Hitler, c'était une Europe construite par la force, par un empire. L'Empire français d'un côté, le Reich allemand de l'autre. Avec au sommet de cet empire un personnage tout-puissant. Ici, vous avez Napoléon dans toute sa pompe impériale, muni non pas d'un mais de deux sceptres pour illustrer son pouvoir, et la représentation tout à fait officielle de Hitler en grand Führer du Reich allemand et, disons, dominateur, patron de l'ensemble de l'Europe. Je suis revenu à ces deux illustrations qui sont officielles, destinées à faire passer à leur destinataire premier, à leur époque, disons, la façon dont le pouvoir était construit et conçu, c'est clairement un pouvoir personnel, un pouvoir impérial. Le pouvoir aujourd'hui en Europe, c'est plutôt ça. C'est assez différent. Alors, vous allez me dire, c'est un peu semblable aux premières photos. Beaucoup d'hommes en costume gris, d'un âge vénérable, fort peu de femmes, fort peu de couleurs de façon générale. Et pourtant, les maîtres de l'Europe, ils sont là. Vous avez en haut à gauche la Commission européenne, avec au centre, avec une belle cravate verte, M. Juncker, son nouveau président. À droite, la Banque centrale européenne. Au centre, cravate bleue, M. Draghi. Et, moins connu, et dépourvu de cravate, la Cour de justice de l'Union européenne, avec au centre son président, M. Skouris, juge grec. Première grande différence avec ce qui précède, c'est pas simplement qu'on a des personnages en costume civil et pas en apparat impérial ou des militaires, mais on a justement des personnages. On n'a pas un grand chef au sommet, on a des institutions dites supranationales parce qu'elles sont au-dessus des États, et des institutions qui sont composées d'un certain nombre de personnes. Pourquoi autant de monde? Là encore, je n'ai pas eu assez de place pour mettre tout le monde. Eh bien parce qu'il y a un principe tout simple, il faut qu'ils soient représentés tous les États qui participent à l'entreprise européenne. Et ça commence à faire beaucoup de monde, puisque vous savez, à l'heure actuelle, nous sommes au nombre de 28, et tout le monde est d'accord pour dire que ce nombre est encore destiné à s'accroître, peut-être pas de beaucoup, peut-être pas très vite, mais personne ne pense que l'évolution soit tout à fait accomplie. Il reste des petits trous dans la carte de l'Europe. Donc, grande différence avec ce qui précède, ce n'est pas une Europe qui est construite par et pour un pays pour asseoir sa domination sur le continent. C'est un système beaucoup plus égalitaire, dans lequel on cherche à donner à chacun une forme de voix au chapitre. Alors, bien sûr, vous connaissez assez la diversité de l'Europe pour savoir qu'elle comprend notamment de grands et de petits États, et que donc il ne serait pas tout à fait logique que l'on donne à chacun la même voix, mais quand même, regardez la Commission européenne, un commissaire par État. Regardez la Cour de justice, un juge par État. Le tout dernier venu, qui est la Slovaquie, est représenté par un juge comme l'est la France ou comme l'est la Grande-Bretagne. Premier principe de base, donc, il n'y a pas de grand patron. Vous avez bien sûr de temps en temps des éléments pour favoriser un petit peu les plus grands des États. Autrefois, dans la Commission européenne, ce n'était pas un commissaire européen par État, c'était 2 pour les grands États. Et puis, comme il y avait vraiment beaucoup de monde, on a restreint le nombre de sièges disponibles pour les grands États. Même chose à la Banque centrale européenne, vous avez un directoire et la règle, c'est que les grands pays de la zone euro y sont toujours représentés. Mais c'est une règle qu'on joue en sourdine, elle ne figure d'ailleurs nulle part. C'est une pratique que, entre gens de bonne compagnie, on a décidé de respecter. C'est tout. Donc on pourrait très bien la changer un jour. Autre aspect très important qui illustre bien la nature très différente de cette entreprise-ci de construction de l'Europe, ce sont des organes dans lesquels, bien sûr, il y a un président parce qu'il faut que quelqu'un organise la discussion, mais regardez l'origine de ces présidents.
le président de la Commission vient du Luxembourg, le président de la Banque centrale d'Italie, le président de la Cour de justice de Grèce. Aucun de ces pays n'est un grand pays au sens où on l'entend au niveau européen. L'Italie, bien sûr, est un grand pays avec une population et un PIB respectable, mais elle n'a jamais dicté sa loi au reste de l'Europe. Et ça nous donne une idée de ce que doit être ce président. C'est quelqu'un qui organise le travail, c'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte que les discussions se passent bien, mais ce n'est pas quelqu'un qui impose sa volonté au reste de l'institution. Et la règle, c'est précisément que dans ces institutions, on décide de façon collégiale, d'où l'importance de la représentation au sein de ces différentes enceintes, de façon collégiale, soit par consensus, si personne ne s'oppose à ce qui est proposé, soit au contraire avec de très larges majorités. Si on doit caractériser ce système, c'est un système anti-hégémonique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un État qui commande, il n'y a pas un chef qui impose sa loi à tout le monde. Je sais que l'on entend beaucoup parler de nos jours, singulièrement dans les campagnes électorales des pays du sud de l'Europe, de la toute-puissance de l'Allemagne. Phénomène intéressant. J'ai vu récemment, un collègue m'a envoyé une belle affiche de la campagne électorale portugaise où il y avait une belle photo de Mme Merkel et du Premier ministre portugais et un slogan en allemand qui disait « Un gouvernement plus allemand que le gouvernement allemand ». C'était destiné simplement à faire comprendre aux Portugais que ce gouvernement-là ne faisait que suivre ce que lui disait Mme Merkel. Je comprends très bien pourquoi l'opposition dit ce genre de choses, et c'est de bonne guerre. Mais c'est un raccourci un petit peu facile. Mme Merkel, comme beaucoup d'autres, a des vues assez fortes sur ce qu'il faudrait faire, mais je pourrais vous raconter les 5 dernières années, on le fera peut-être pendant le débat, en vous expliquant tout ce que Mme Merkel a été obligée de faire qu'elle ne voulait pas faire. Et c'est beaucoup, à commencer par aider la Grèce, ce qu'elle ne voulait pas faire au départ. Et aux dernières nouvelles, on est à 300 milliards d'aides à la Grèce, un tiers étant pris en charge par l'Allemagne, ce qui n'est pas rien. Donc, bien comprendre ce point essentiel, c'est un système de coopération entre États sans véritable patron. D'où la grande question, pourquoi est-ce que les États ont, à un moment donné, décidé de coopérer? Car vous savez, à cette époque-là, les États ne coopéraient pas du tout. Ils étaient, disons, aux prises les uns avec les autres dans des guerres extrêmement sanglantes. Qu'est-ce qui a changé? Alors vous avez là encore une fois la Vulgate qui nous est diffusée généralement par les institutions européennes ou par la littérature officielle sur la construction européenne, et on vous dit, eh bien, après les drames de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a fini par comprendre, ou en tout cas peut-être pas tout le monde, mais des leaders éclairés ont fini par comprendre qu'il n'était pas possible que ça continue comme ça, que ça allait ruiner l'Europe, et donc ils ont décidé de passer à autre chose. À quoi? Eh bien, vous voyez, Adenauer et De Gaulle se sont embrassés, Kohl et Mitterrand se sont tenus la main. Tout ça nous montre bien qu'il y a une volonté de dépasser les antagonismes d'autrefois et de passer à un régime de grande coopération marquée par on pourrait même dire, une affection pour ses voisins et partenaires. Les choses sont en vérité un petit peu plus compliquées que cela. Je pense que pour bien le comprendre, il faut revenir à la réalité de l'Europe de l'après-guerre, quand tout cela a commencé. Et la réalité de l'Europe après-guerre, ce n'était pas simplement qu'on avait des leaders éclairés qui ont voulu à tout prix coopérer, c'est surtout qu'on avait des pays qui étaient ruinés, exsangues, avec une production à réinventer et absolument incapable de faire face à leurs défis du moment de façon autonome. Et on ne comprend rien à l'histoire si on pense que les Français sont tombés amoureux des Allemands ou les Allemands amoureux des Français en 1950. La vérité, c'est qu'ils se sont dit on n'a pas nécessairement une envie folle de faire des choses ensemble, mais on se rend bien compte que tout seul, on ne peut pas y parvenir. Il y a un certain nombre de problèmes
auxquels nous ne pouvons pas faire face. Et le premier des problèmes à l'époque, c'était tout simplement de nourrir la population. Parce que l'Europe de 1950 n'était pas du tout autosuffisante sur le plan alimentaire, pas du tout autosuffisante sur le plan énergétique et absolument pas en mesure de faire face aux grands défis internationaux du moment, à commencer par la montée en puissance de l'affrontement entre l'Union soviétique d'une part et les États-Unis d'autre part. C'est ça le constat de base, c'est que on peut ne pas être amoureux de son voisin, mais on se rend compte qu'on doit coopérer et faire des choses ensemble. Mais quoi? Et surtout, comment? J'insiste sur le comment parce que c'est là la clé de cette organisation un petit peu particulière que je viens d'évoquer. Comment on a décidé de s'en remettre à, je l'ai évoqué, des institutions supranationales au-dessus des États, composées de personnes choisies dans chacun de ces États, mais choisies pour identifier et promouvoir l'intérêt commun. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Espagnols, des Italiens, etc. Au sein de chacune des institutions européennes. En principe, ils ne sont pas là pour servir les intérêts de leur gouvernement. En principe. En principe. Alors vous me direz, s'ils ne sont pas là pour servir les intérêts de leur gouvernement, pourquoi insister pour qu'ils soient là? Si on veut simplement avoir 6, 14, 25 hommes ou femmes sages, soucieux du bien commun, que nous importe leur nationalité? Ils pourraient tous être luxembourgeois, à la limite. On se rend bien compte que si tous étaient allemands, ce serait mal vu. Mais luxembourgeois, ça ne fait peur à personne. Et il y a quand même 28 luxembourgeois et luxembourgeoises, donc on pourrait y arriver. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas aussi simple que cela. Ce qu'on essaye de faire dans chacune de ces institutions, je dis bien on essaye, ça laisse intacte la question de savoir si on y parvient, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un équilibre entre les intérêts nationaux d'une part et l'intérêt commun d'autre part. Jean Monnet, qui n'était pas simplement le grand architecte de la première communauté européenne, mais qui était aussi le premier président d'un organe de ce genre-là, à l'époque c'était la haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l'acier, Jean Monnet avait une bonne formule, il disait, chaque fois que la haute autorité discute d'un sujet, on a 2 tours de table. Au cours du premier, chacun des membres, issus de chacun des États membres, essaye d'expliquer comment le problème est perçu dans son pays. Et au cours du 2e tour de table, on essaye d'arriver à s'entendre sur un intérêt commun qui satisfasse au moins une partie des soucis ou des ambitions des uns et des autres. D'où la logique de la recherche du consensus qui, je le répète, préside au travail de chacune de ces institutions. Et vous voyez bien que ce qui prime dans un système comme celui-là, ce n'est pas le grand amour que se vouent les uns et les autres, c'est presque le contraire. C'est cette idée que, parce qu'on est différent, qu'on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts, et que pourtant on doit collaborer, il faut trouver des mécanismes qui permettent d'arrondir les angles. J'ai appelé ça réduire la méfiance, parce que je crois que le point de départ, ce n'est pas, je le répète, l'amour de son prochain, mais plutôt la méfiance envers ceux qui sont différents, qui ont des intérêts différents, intérêts qui ne sont pas illégitimes d'ailleurs. C'est comme ça que le système fonctionne, et à peu près à tous les étages. Petit à petit, l'Europe s'est ainsi construite en transférant au niveau européen des compétences très importantes. J'ai commencé par dire que l'Union européenne, au départ, s'était construite autour du charbon et de l'acier. Pourquoi le charbon, pourquoi l'acier? Parce qu'à l'époque, c'était 2 secteurs économiques d'importance essentielle. Le PIB des pays européens était assis sur l'industrie lourde, et l'industrie sidérurgique en était le fer de lance, c'est le cas de le dire. Et le charbon, c'était la première source d'énergie de l'Europe en 1950. De nos jours, on ne ferait plus le charbon et l'acier parce que ce ne sont plus des secteurs d'importance stratégique, c'est évident. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur du sacrifice qui était consenti à cette époque.
Ça n'était pas des petits secteurs d'importance secondaire que l'on confiait à ces institutions indépendantes. Au contraire, c'était des secteurs vraiment d'importance stratégique. Alors, j'essaie d'illustrer un petit peu plus vraiment ce ressort de cette méfiance, en quelque sorte, qui, à mon avis, préside à la construction européenne. Pourquoi est-ce qu'on a construit la communauté européenne de la façon que l'on a construite? En disant, plutôt qu'avoir du charbon allemand géré par les Allemands pour les intérêts allemands et de la sidérurgie française gérée par les Français au nom des intérêts français, pourquoi transférer la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, à un organe supranational? Pour le comprendre, il faut se représenter ce qu'était l'Europe de 1950. L'Europe de 1950, elle ressemblait assez largement à ça. Ça, c'est la très belle image de Dresde après le bombardement par les Britanniques en 1945. L'Europe était détruite, l'Europe était ruinée. L'Allemagne n'était pas simplement le champ de ruines que vous voyez là, elle était occupée. La politique économique de l'Allemagne, à cette époque-là, 1950, je ne parle pas de 1945, était décidée par qui? Pas par le gouvernement de M. Adenauer, pourtant légitimement élu. Non, c'était décidé par une commission économique internationale composée de représentants des puissances alliées. Et vous aviez à l'époque un Américain, un Britannique, un Français qui dictaient leurs lois dans la zone occidentale au gouvernement allemand. Faire l'Europe, pour les Allemands, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, non pas transférer de la souveraineté à la communauté européenne du charbon et de l'acier, mais au contraire, récupérer une partie de leur souveraineté. Parce que la construction de leur Europe a permis de mettre fin à ce système de gestion de l'Allemagne par les puissances occupantes, au moins en matière économique. Pas du tout en matière de sécurité, comme vous le savez. Ce n'est qu'avec l'unification qu'on a mis fin à ce régime-là. Donc ce transfert de souveraineté, sur le papier, oui, c'était l'Allemagne qui cédait son secteur du charbon et son secteur de l'acier à la communauté européenne. En pratique, ils retrouvaient, puisque les Allemands étaient représentés au sein des organes européens, ils retrouvaient en tout cas un siège autour de la table, dont ils étaient dépourvus auparavant. Ça vous explique pourquoi les Allemands ont dit oui à la proposition de monnaie en 1950. Mais vous me direz, pourquoi est-ce que les Français ont proposé cela? Parce que les Français, à l'époque, n'étaient pas occupés. Et ils n'avaient pas à faire des comptes avec une commission internationale qui décidait de leur politique économique. Non, c'est vrai. Mais les Français, en 1950, étaient conscients de ce que le temps jouait contre eux, de ce que la France jouissait d'un régime favorable puisqu'elle avait été in extremis amenée à la table des grands en 1945, mais que ça n'allait pas durer très longtemps, notamment parce que face à la menace soviétique, les Américains allaient pousser très fort pour rééquiper les Allemands et les mettre en position de défendre leur territoire si, d'aventure, les Russes devaient lancer une attaque au cœur de l'Europe, c'est-à-dire en Allemagne. Donc il y avait cette idée, le temps joue contre nous, il vaut mieux s'entendre sur un système de gestion coopérative dans lequel nous gardons voix au chapitre, que d'insister pour défendre le statu quo alors que nous savons qu'il n'est pas tenable. Je fais un grand saut dans le temps pour passer à 1992 et un sujet de plus grande actualité qui est celui de l'union monétaire. 1992, c'est le traité de Maastricht, c'est la création, la décision plutôt de créer une monnaie unique, l'euro. Même genre de question. Pourquoi faire une union monétaire avec une monnaie unique? Vous avez là une belle carte de l'Europe, de la zone euro, telle qu'elle était avant son dernier élargissement. En fait, avec la même carte, vous pouviez représenter la situation antérieure à la monnaie unique. C'était quoi la situation antérieure? C'était une situation dans laquelle chaque pays avait sa monnaie nationale, vous vous en rappelez certainement. L'Allemagne avait le mark, l'Italie avait la lire, et la France avait le franc.
chaque pays était souverain en ce qui concerne la politique monétaire. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par souverain. Chaque pays avait sa monnaie, ça c'est vrai. Mais la souveraineté de chacun était conditionnée de différentes façons, il est vrai. Pourquoi est-ce que la souveraineté de chacun était conditionnée par ce que faisaient les autres? Parce que nous étions dans un système où on échangeait beaucoup de commerce au niveau européen. Donc on échangeait aussi des devises, et ces devises flottaient, comme on disait gentiment à l'époque, belle image, pour dire qu'elles n'avaient pas un cours qui était fixe. Elles variaient en fonction de l'intensité des échanges, selon des principes que les économistes savent très bien décrire. Et ça donnait quoi? Ça donnait une situation qui n'est pas sans rappeler celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait un pays qui se portait mieux que les autres sur le plan économique, qui est l'Allemagne. Le croyez-vous, étant plus florissant sur le plan économique, il avait aussi la monnaie la plus forte, parce que les gens étaient amenés à acheter et à vendre en Deutschmark. Ce qui veut dire qu'on avait, oui, une forme d'union monétaire dans laquelle il y avait une monnaie, en quelque sorte, non pas une monnaie commune, mais une monnaie dominante, qui était le Deutschmark. Et cette domination se traduisait par quoi? Elle se traduisait par le fait que la politique monétaire était décidée, comme aujourd'hui d'ailleurs, à Francfort, mais pas par une institution européenne. Elle était décidée par la banque centrale allemande, la Bundesbank. Chaque fois que la Bundesbank augmentait ses taux d'intérêt ou les diminuait, les autres banques centrales des pays européens étaient tenues de s'ajuster. Alors parfois, pour bien montrer leur souveraineté, ils résistaient héroïquement pendant quelques heures, voire quelques jours. En 1991, je pense, M. Bérégovoy, qui était ministre du Trésor, à l'époque c'était les ministres du Trésor qui décidaient de ce genre de choses, a héroïquement imposé à la Banque de France une résistance de 48 heures. Donc la souveraineté française avait une validité de 48 heures. Passer ce délai, ça coûtait trop cher. Comment faire pour résister en cas de changement sur les taux d'intérêt? Vous deviez vendre des Deutschmark pour essayer de faire baisser son niveau. Ça coûte très cher, ça épuise les réserves des banques centrales. Donc on avait un système dans lequel, au fond, l'Allemagne dictait sa politique au reste de l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. On a une grande récession en 1992. Pourquoi? Largement pour financer la réunification allemande. Parce que M. Kohl s'était lancé pour des raisons de politique symbolique, beaucoup plus que de politique économique, et contre d'ailleurs l'avis de la Banque centrale. M. Kohl avait dit on unifie l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, un mark de la zone Est aura la même valeur qu'un mark de la zone Ouest, même si le système économique n'était pas du tout en état de faire face à cette concurrence. Le résultat, ça a été une dévastation économique dans l'Est de l'Allemagne et accessoirement une hausse très forte, puisque les Allemands avaient besoin d'argent pour reconstruire l'économie de l'Est, une hausse très forte des taux d'intérêt qui a étranglé l'économie non seulement de l'Allemagne, mais de toute ce qu'on appelait la zone mark à l'époque. Je rappelle ces événements historiques parce qu'ils sont importants pour comprendre dans quel contexte on a décidé de faire l'euro. Ce n'est pas du tout, encore une fois, une décision illuminée de grands leaders qui étaient à l'époque Helmut Kohl et François Mitterrand. Non, c'est une volonté de créer un système de gestion qui soit plus équilibré qui a présidé à cet effort-là. À l'époque, on a posé la question à un ancien gouverneur de la Banque de France, qui était Jacques de la Rosière, mais enfin, si on fait une monnaie unique, le franc va disparaître. Est-ce que ça ne va pas mettre fin à la souveraineté nationale en matière monétaire? Et sa réponse a été très simple. Il a dit non. Au contraire, la souveraineté nationale, elle n'existe plus depuis un certain temps déjà. Faire l'union monétaire va nous permettre de retrouver un peu d'influence au niveau européen. Au moins, j'aurai un vote au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, plutôt que de devoir simplement suivre ce que décident les dirigeants de la Banque centrale allemande depuis Francfort. Tout ça doit nous aider à problématiser un peu le concept de souveraineté. Vous le voyez,
apparaître ici dans toute sa majesté. C'est Louis XIV pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. La souveraineté, d'après les définitions officielles des manuels, c'est un pouvoir absolu. Ça veut dire que tout le monde doit dépendre du souverain, tout le monde prend ses ordres du souverain. Et c'est aussi un pouvoir inconditionné. La décision du souverain ne doit être influencée par personne. Ça, c'est ce qu'on appelle, disons, un idéal type dans le petit mot des sciences sociales, c'est-à-dire ça définit une réalité théorique qui en vérité n'existe jamais. On vous parle de souveraineté nationale en France, mais on sait bien qu'il y a des choses que même le peuple souverain ne peut pas faire. Le peuple souverain est censé avoir un pouvoir absolu, mais est-ce que le peuple souverain pourrait rétablir la torture en France? Non. En tout cas, pas tout de suite. Parce que il y a cette chose que l'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui interdit à une majorité de faire un certain nombre de choses qui sont censées s'opposer à des valeurs fondamentales. On a limité le pouvoir d'appréciation de la majorité au nom des droits de l'homme, ici. Donc, la majorité n'est pas souveraine. Bien sûr, le peuple français pourrait souverainement décider de mettre fin à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de décider qu'il n'y a pas lieu de limiter le pouvoir du souverain, comme l'était le pouvoir de Louis XIV. Lui, il n'avait pas de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'était un vrai souverain, dans tout le sens du terme. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre avec cela, c'est simplement cette idée que la souveraineté, d'abord, c'est une construction théorique, et surtout, de la façon dont on en parle, c'est un absolu qui n'existe à l'état plein nulle part. Le peuple français d'aujourd'hui a une souveraineté limitée parce qu'il a lui-même, autrefois, choisi de la limiter. L'État français a aussi limité sa souveraineté en décidant de transférer un certain nombre de pouvoirs au niveau européen. Bien entendu, cette décision-là aussi est révocable, comme les autres. Si on peut décider de renoncer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on peut aussi décider de renoncer à tous les traités que l'on a conclus par le passé. Ça n'est pas une chose impensable. Et d'ailleurs, c'est même prévu explicitement dans les traités eux-mêmes. Vous avez, depuis le traité de Lisbonne, dans le traité sur l'Union européenne, quelque chose que l'on appelle le droit de retrait, c'est-à-dire la possibilité pour un État de décider que tout compte fait, les inconvénients sont devenus trop nombreux et qu'il préfère se retirer et s'arranger autrement, de quelque façon que ce soit. Ça s'est déjà produit, sur une petite échelle, il est vrai, mais c'est important de le souligner. Il y a déjà des territoires qui sont sortis de l'Europe. Le Groenland est colonie danoise, pour dire les choses simplement. Il a adhéré avec le Danemark, et puis au bout d'un moment, ils ont décidé qu'ils préféraient ressortir. On n'a pas envoyé une armée européenne pour occuper le territoire et les forcer à rester dans le giron de l'Union européenne. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il n'y a pas d'armée européenne. Mais ça souligne aussi la grande différence entre la construction européenne et d'autres constructions. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, quand un certain nombre d'États du Sud ont décidé que tout compte fait être mariés à ceux du Nord ne les intéressait plus, pour différentes raisons, eh bien, le président Lincoln a rassemblé ses armées et est allé écraser les armées du Sud dans ce qui était la première grande guerre industrielle de notre ère. C'est dire que, sur le papier, il y a des alternatives. Dans le système européen, rien de tout ça. On est membre du club, c'est entendu. En tant que membre du club, on a un certain nombre de droits. On a notamment le droit d'être représenté à tous les étages où se prennent des décisions, de manière plus ou moins confortable, avec des limites, puisque le fait d'être associé à la décision ne veut pas dire qu'on peut imposer son point de vue aux autres. Donc il y a tout un apprentissage difficile
de la négociation et du compromis, et ce n'est pas toujours facile pour de vieux États-nations que d'accepter de faire des compromis. Mais au total, si on n'est pas content disons, du bilan, on peut très bien décider d'en ressortir. Et vous savez que ce n'est pas une question tout à fait théorique, puisque un grand État a à son ordre du jour, pour bientôt, c'est-à-dire 2017, un référendum sur le fait de savoir s'il entend rester dans l'Europe telle qu'elle est organisée. C'est la Grande-Bretagne. M. Cameron a, pour gagner les élections, lancé cette grande idée. Je ferai un référendum si vous me donnez un deuxième mandat. Je ferai un référendum sur les conditions auxquelles nous allons rester dans l'Union européenne ou pas. Eh bien maintenant, le voilà au pied du mur. Il doit discuter avec ses partenaires de la façon dont on peut aménager le système européen pour satisfaire les desiderata des Britanniques, et s'il n'y parvient pas, les Britanniques voteront pour la sortie du système. Je vous rassure, il n'y aura pas de guerre civile. En tout cas, pas sur le continent européen. Je ne suis pas sûr que les Écossais seront très heureux si la décision qui est prise par référendum est de sortir. Et on pourrait avoir un résultat curieux qui est qu'un vote pour la sortie au référendum de 2017 entraînerait un autre référendum en Écosse sur le fait de savoir si les Écossais souhaitent rester dans l'Union européenne. Mais ça, c'est de la politique fiction, on n'y est pas encore. Simplement, je souligne que ça a beau être de la politique fiction, c'est tout à fait possible, et ça se fera pacifiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coup. C'est un autre problème. Alors j'en viens finalement à la question de la souveraineté qui m'était posée au départ. Quelle est la place de la souveraineté dans le système européen? Mais la question doit être traitée en tenant compte de ce que j'ai dit sur le caractère un petit peu illusoire, théorique en quelque sorte, du concept de souveraineté. Vous avez des États. Un État est en principe indépendant, et parce qu'il est indépendant, vous dit-on dans les manuels de droit international, il est souverain. Oui, mais enfin, ça c'est bon sur le papier, mais en pratique, qu'est-ce qu'un État souverain peut faire? Vous savez qu'en France, l'État souverain peut beaucoup, parce que historiquement, on a dans ce beau pays une grande confiance envers l'État. Vous savez que c'est le seul État du monde, par exemple toute d'Europe, qui est arrivé à arrêter le nuage de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl a couvert toute l'Europe, mais il s'est arrêté en France. Respectueux de la souveraineté nationale, les atomes du nuage ont dit non, halte là, la frontière est là, on ne peut pas passer. Simplement, les organismes de mesure de la radioactivité avaient reçu pour instruction de constater qu'il n'y avait pas de radioactivité et qu'on pouvait donc continuer à manger de la salade et d'autres beaux légumes produits sur le territoire national, plutôt que se préoccuper trop de la santé. Mais à côté de ça, on a plein d'exemples pour illustrer le fait qu'un État, même indépendant, même souverain, connaît certaines limites. On connaît les limites des États faibles. C'est bien que les États faibles se font parfois marcher dessus par leurs voisins, imposer des conditions qu'ils ne souhaitent pas accepter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même les États forts ne peuvent pas tout faire. On voit beaucoup d'images de nos jours des difficultés qu'éprouvent les pays du sud de l'Europe face à une immigration qu'ils ne contrôlent pas. Mais même les superpuissances sont confrontées à cette réalité. Les Américains, depuis des décennies, sont confrontés à une immigration clandestine qu'ils ne contrôlent pas. Et tous les murs qu'ils peuvent construire ne leur permettent pas de la contrôler. Ça fait beaucoup de morts, mais ça illustre surtout la difficulté que l'on a, même quand on est non seulement souverain, mais en plus le plus souverain des souverains, l'hyperpuissance, comme disait M. Védrine il y a une dizaine d'années, l'hyperpuissance a des limites. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas arrêter les avions du 11 septembre, ils ne peuvent pas arrêter les immigrants mexicains, ils ne peuvent pas empêcher les Chinois de leur faire une concurrence un petit peu déloyale en jouant sur le taux de leur monnaie, et ainsi de suite. La souveraineté a des limites qui ne sont pas simplement liées à la puissance des autres, mais à une réalité toute simple qui, dans le monde que nous connaissons, la caractéristique première, dans beaucoup de régions et dans beaucoup de domaines, c'est l'interdépendance. Un battement d'ailes de papillon dans le Pacifique peut engendrer un ouragan dans les Caraïbes.
c'est une façon très poétique de dire ce que je veux dire, à savoir que ce qui se passe dans un coin du monde peut avoir des répercussions très fortes pour nous, et que les concepts abstraits de théorie politique ne peuvent pas nécessairement nous donner toutes les réponses. Et j'ajoute, parce que c'est important, qu'il faut savoir que même en Europe, où nous avons de vieux États-nations jaloux de leurs traditions et de leurs privilèges, à l'échelle du monde, ce sont des États, on dit gentiment, des puissances moyennes, pour dire que qu'elles ont peut-être de beaux restes, ces puissances, mais qu'elles n'ont plus le rayonnement d'autrefois. L'Europe a dominé le monde, c'est une époque révolue. Et l'Europe d'aujourd'hui ne domine plus le monde. Regardez ce que font les États-Unis. Leur stratégie officielle, c'est ce qu'ils ont appelé une stratégie de pivot. Ils ne s'intéressent plus beaucoup à l'Europe. Ils tournent leur regard vers le Pacifique. On s'agite beaucoup en Europe, et sans doute avec raison, à propos de cette idée d'un partenariat économique avec les États-Unis. La réalité, c'est que les États-Unis cherchent d'abord un partenariat économique avec les pays du Pacifique, avec l'Asie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la croissance, c'est là que sont les marchés, c'est là que sont les débouchés. L'Europe viendra après. Hélas, dirais-je, on ne les intéresse plus beaucoup. Et regardez les projections du monde à l'horizon 2050, l'Europe fait quoi? 5% de la population mondiale et une part de l'économie mondiale qui est en recul constant. Donc dans ce contexte-là, la puissance venant à s'affaiblir, la souveraineté s'affaiblira de toute façon, quoi que l'on fasse. Ça, ce sont des faits. Je me rends bien compte que ce sont aussi des faits qui peuvent vous apparaître comme vous conduisant à marche forcée vers une conclusion. Alors je nuance un petit peu mon propos pour dire que oui, jusqu'à présent, ce que j'ai essayé de montrer, c'est effectivement que la construction européenne répondait en quelque sorte à des mutations structurelles et fondamentalement au fait que les États tout seuls ne pouvaient plus faire grand-chose. On avait essayé de créer un système de coopération dans lequel aucun de ces États n'était supposé écraser les autres. Et c'est déjà un changement appréciable par rapport au passé. Reste bien sûr que, tel quel, le système est riche en problèmes. Il est riche en problèmes parce que c'est très bien de donner voix au chapitre à tous les États, du plus petit au plus grand, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on voit surtout, c'est des coopérations qui réunissent les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres de ceci, les ministres de cela. Mais enfin, ça concerne surtout l'appareil étatique. Or, nous sommes habitués à fonctionner dans des systèmes qui sont eux aussi imparfaits, parce que les systèmes politiques nationaux sont loin d'être parfaits, mais dans lesquels, dans les pays européens, c'est même une condition pour devenir membre de l'Union européenne, les citoyens ont voix au chapitre. Alors, c'est déjà difficile d'avoir voix au chapitre au niveau local, d'être entendu par monsieur le maire ou madame la maire, ça n'est pas simple. Ça n'est pas plus simple au niveau régional, c'est encore plus compliqué au niveau national, et à chaque fois que vous grimpez, vous perdez de l'influence, et je dirais mécaniquement, parce que notre voix compte peut-être un petit peu au niveau local, mais dans un ensemble de 550 millions d'habitants, on a une toute petite part de la souveraineté commune, si l'on veut ainsi appeler les choses, des Européens. C'est une vraie difficulté. En vérité, ça n'est pas une découverte. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on est confronté à ce problème-là, et on a, au niveau européen, essayé d'accoucher d'un début de réponse, avec notamment un système qui permet l'élection de députés européens qui doivent représenter les peuples d'Europe au niveau de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas nécessairement l'élection la plus populaire. J'en suis bien conscient. C'est même une des élections où le taux d'abstention est le plus élevé. Mais permettez-moi quand même de souligner le côté à moitié plein du verre. C'est-à-dire que, avec toutes ses limites, c'est un système qui est quand même le seul système international
dans lequel on a des députés élus et, de surcroît, des députés dotés d'un pouvoir réel. On ne le sait pas parce que personne ne sait ce qu'ils font, parce que c'est très difficile à comprendre. Les règles du jeu, comme je l'ai dit, sont un petit peu obscures. Mais je vous assure, c'est un Parlement qui compte beaucoup maintenant, le Parlement européen. Je dirais même qu'au niveau européen, ce Parlement-là a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale en France. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement européen, il n'y a pas un président de la République qui lui dise « voilà, vous devez faire ceci, si vous êtes dans la majorité, vous devez me soutenir ». Il n'y a aucune enceinte internationale où on a essayé de faire la même chose. Vous entendez parler de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation des Nations unies. Ce sont des organisations qui ont des pouvoirs, limités aussi, mais des pouvoirs et une influence. Il n'y a pas de parlement dans ce contexte-là. Au niveau européen, on a mis sur pied ce système-là, qui est encore balbutiant, il faut bien le dire, notamment parce qu'il lui manque quelque chose de décisif. Quand on vote, quand les Britanniques viennent de voter pour faire quoi? Pour élire leurs députés. Mais ça, c'est ce qu'ils font officiellement. En réalité, ils votaient pour qui? Ils votaient pour savoir qui allait gouverner le pays. Est-ce que c'était les conservateurs de M. Cameron ou les travaillistes de M. Miliband? En votant pour le candidat conservateur, vous votiez pour M. Cameron. Au niveau européen, on vote pour des candidats qu'en général on connaît très mal, mais ça n'a aucun impact, jusqu'à présent, ça n'a eu aucun impact sur la composition de l'exécutif européen, c'est-à-dire la Commission, et sur son programme. Et ça explique peut-être la réalité que l'on connaît, c'est-à-dire une réalité dans laquelle, à chaque élection, il y a un peu moins de personnes qui se dérangent pour aller voter. Parce que, fondamentalement, ils ont l'impression qu'ils peuvent voter pour la gauche, ils peuvent voter pour la droite, ça ne changera rien, on aura toujours un programme qui sera plus ou moins centriste. C'est un peu inévitable à propos d'avoir un système centriste dans un système où on fonctionne par consensus. Et c'est ça la difficulté. J'ai expliqué que le consensus, ça sert à éviter qu'un État n'écrase ses voisins et ne leur impose ses propres choix. Le résultat, c'est que parfois, les électeurs, quand ils essayent de dicter, disons, leurs priorités, se trouvent face à un système qui transmet très mal leurs préférences au sommet. Et c'est un peu ce que l'on a pour le moment, un système dans lequel les préférences des citoyens n'ont qu'un impact très très faible au niveau européen. Alors je termine simplement en disant que rien de tout cela n'est inévitable. On a, au cours des élections européennes de 2014, assisté à quelque chose de neuf, dont peut-être nous n'étions pas bien conscients. Cette nouveauté, c'était celle que comportait la désignation par chacun des partis européens, pas nationaux, de leur propre candidat à la présidence de la Commission. Et vous avez là la brochette des candidats qui avaient été désignés, avec à droite M. Juncker, qui a fini par être choisi. Alors, M. Juncker est un peu l'incarnation de ce que je viens d'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est M. Juncker qui a émergé? Parce que le parti qu'il avait proposé, le Parti populaire européen de centre-droit, membre français, c'est l'UMP, et le parti qui a remporté le plus grand nombre de sièges. À la surprise générale, hein. Je précise que ce système-là a été voulu par le barbu, Martin Schulz, qui était le candidat socialiste, en se disant que c'était sa seule chance à lui de devenir président de la Commission. Il faut savoir que M. Schulz est allemand. Comme vous le savez, le Premier ministre en Allemagne, depuis très longtemps maintenant, c'est Mme Merkel, qui n'est pas du même parti. Les chances que M. Schulz soit désigné par Mme Merkel, c'était 0. Il le savait bien. Donc il a beaucoup poussé pour ce système en disant « si j'ai une majorité de députés, alors Merkel ne pourra pas dire non ». Mme Merkel avait tellement envie de voir M. Schulz que pendant toute la campagne, elle a dit « je n'aime pas ce système-là. Je trouve que ce sont les États qui doivent continuer à décider qui devient le président de la Commission européenne. » Elle a fini par s'incliner. Pourquoi? Parce que c'est son parti qui a gagné les élections.
Et du coup, elle s'est retrouvée un petit peu embêtée en disant, ben oui, tout compte fait, c'est notre candidat qui gagne. C'est un peu délicat de lui dire non. Phénomène très intéressant parce qu'au départ, personne ne croyait que ça allait fonctionner. Moi, j'étais prêt à parier qu'aucun des personnages que vous voyez là ne serait le président de la Commission parce que les États voudraient jalousement garder leur pouvoir. Seulement, voilà, la politique est toujours, disons, un jeu incertain. Et en l'occurrence, on s'est trouvé dans une situation où il est devenu très difficile à Mme Merkel de dire non au candidat de son propre parti. Et donc elle a cédé en quelque sorte. C'est une histoire intéressante parce qu'elle nous montre que tout ça a commencé, bien sûr, par les nombreux traités que j'ai rappelés en commençant. Et par une tentative des appareils nationaux de contrôler ce qui se passait au niveau européen. Mais on voit aussi des choses se produire qui ne font pas partie du scénario initial. Je répète, ce ne sont pas les États qui ont voulu ce système-là. Ce ne sont pas les gouvernements. Ils l'ont accepté et de très mauvais gré. Le jour où ils ont accepté de nommer, ou plutôt de présenter au Parlement la candidature de M. Juncker, ils ont ajouté tout en bas du communiqué qu'ils ont adopté une petite phrase disant « mais il faudra qu'on réfléchisse sur ce système-là parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment le meilleur système ». Moi, je dis simplement que ce système-là, qui a été imposé aux chefs d'État et de gouvernement, est un système qui illustre un besoin profond. Le besoin de donner aux citoyens européens une influence sur le choix non seulement des personnes, mais aussi des programmes. Le fait est que le programme de M. Juncker, qui résume une dizaine de points, est un programme qui s'efforce, bien ou mal, de tenir compte de ce qu'on a entendu au moment des élections. Et si vous regardez la ligne politique que suit par exemple la Commission européenne en matière de contrôle des budgets nationaux, vous savez que c'est devenu une de ses prérogatives essentielles sur la lancée de la crise, eh bien, la commission de M. Juncker, ce n'est pas la commission de M. Barroso. Oh, bien sûr, ça n'est pas non plus, ça aurait été très différent si M. Tsipras avait gagné. Ça, je vous l'accorde. Mais, quand même, l'écho de la campagne a fini par se faire entendre dans les bureaux du grand bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles. Et ça illustre un petit peu quelque chose qui pourrait changer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que sera l'Europe dans 20 ans. Je dis simplement que le système est peut-être plus ouvert qu'on ne le croit généralement. Et c'est sur cette note, disons, un petit peu plus optimiste que celle que l'on entend d'habitude que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre attention.